Aujourd'hui, en matière de foncier agricole, les cadres législatifs et réglementaires ne sont plus adaptés aux nouveaux enjeux de nos sociétés. On constate l'extension de l'urbanisation, la concentration des terres agricoles ou encore des difficultés d'accès à la terre. Ainsi, le mouvement citoyen Terre de Liens milite pour une nouvelle loi foncière. Le groupe de bénévoles de l'Avesnois dans le Nord a souhaité interpeller sa députée locale et a organisé une soirée débat avec l'association Paysanne en Bio. J'ai longtemps cru que le problème foncier était de nature juridique, technique, économique, et qu'une bonne dose d'ingéniosité suffirait à le résoudre. J'ai lentement découvert qu'il était le problème le plus significatif qui soit, parce que nos définitions, nos pratiques foncières fondent à la fois notre civilisation et notre système de pouvoir. Ils façonnent nos comportements. Il faut s'interroger sur notre choix de société, notre choix de vie. Mais en fait, pour y arriver, notre société démocratique, elle se fonde aussi sur des règles. Et ces règles, je les vis depuis un an de députation. C'est la loi, c'est les règlements, c'est l'exécution après des lois. Il faut qu'elles répondent aux besoins du territoire, mais il faut bien les concevoir parce qu'il y a des spécialistes pour justement arriver à les contourner. En Europe et en France, on a une diminution du nombre d'exploitations. Le nombre d'exploitations entre 1955 et 2010 a été divisé par 5 en France. Mais cette concentration est continue. Entre 2000 et 2016, en gros, on a perdu le tiers des exploitations. Avant, globalement, le foncier, c'était relativement simple. Ça se vendait, ça se louait. La SAFER pouvait intervenir en cas de vente. Pour les locations, il y avait un contrôle des structures qui fonctionnait relativement bien. Et au fil des années, tout ça s'est complexifié. Il y a des façons d'exploiter le foncier qui ont complètement changé. Ce qu'on constate, c'est l'explosion des formes sociétaires. Donc à la fois des formes sociétaires pour exploiter le terrain, donc c'est des associations d'hommes, mais c'est aussi des associations financières. La plupart des SEA, des SA sont encore entre les mains des agriculteurs, mais il y a de plus en plus de SEA, de SA, de holding maintenant, qui ont plus de 50% du capital de ces exploitations. Et donc, en nombre, elles ont augmenté de 50%. Elles n'exploitaient que 7% de la surface en 2000, et aujourd'hui, elles en exploitent 12%. Ce tableau montre une image de la concentration des terres, mais je dirais que la concentration est encore beaucoup plus forte que cela, puisque vous avez des SEA qui sont détenus par des holdings, justement, qui peuvent en détenir plusieurs. On a des exploitations de plus de 50 000 hectares en Roumanie. On a une exploitation dont le siège est en Grande-Bretagne, qui opère sur 5 ou 6 pays européens. Et au total, ils gèrent 89 000 hectares. La concentration de la production, ça pose des problèmes. Moi, je le vois très bien quand j'accompagne des agriculteurs qui veulent passer en bio. En fait, on se retrouve avec beaucoup de vaches au même endroit et du coup, des parcelles de prairies accessibles qui diminuent. Et à l'inverse, des prairies qui sont éloignées des corps de ferme, qui ne sont pas accessibles aux animaux. Certains éleveurs voudraient labourer davantage ces prairies pour en faire des cultures. L'agrandissement a des conséquences assez lourdes sur l'organisation des fermes et sur la façon dont on peut produire du lait, de moins en moins avec de l'herbe et peut-être de plus en plus avec des cultures comme du maïs. Même si on trouve que le prix des terres augmente fortement par rapport à notre environnement, par rapport au reste de la région, par rapport à nos voisins belges, on reste beaucoup moins cher et du coup, des agriculteurs à qui on va reprendre des terres pour l'urbanisation ailleurs dans la région, mais aussi en Belgique et aussi en Hollande, trouvent ici dans l'Avesnois des terres relativement bon marché par rapport à leur situation initiale. C'est des gens qui viennent pas toujours avec la culture de la TRH, ils ne voient pas forcément l'intérêt des mares, des haies qui entourent nos parcelles et puis la logique c'est peut-être des fois de tout raser pour mettre des cultures de vente ou de la pomme de terre. La bio ça se fait par des conversions mais aussi par des installations
Et c'est là que ça reste un petit peu difficile, même pour des surfaces restreintes, de trouver des terres libres d'occupation pour s'installer. J'ai fait le tour de tous les agriculteurs de mon village, pas loin d'ici, et ils m'ont tous dit que en fait, ça valait pas le coup pour eux de me louer ou de me céder des terres parce que la PAC, c'était plus intéressant pour eux. L'agrandissement des exploitations a été rendu nécessaire globalement par la baisse des marges sur certaines productions, mais l'envers du décor, c'est que ça aboutit aussi à une simplification des systèmes. C'est-à-dire qu'on a plus la taille d'exploitation augmente, plus la valeur ajoutée à l'hectare baisse. On perd des hommes et on perd de la valeur ajoutée. On a aussi des fermiers qui sont un peu en difficulté. Ça peut pousser aussi à aller chercher des solutions au travers de la sous-location de terre, par exemple, pour faire des pommes de terre avec des partenaires français ou belges. Aujourd'hui, on entend parler d'entreprises de travaux agricoles qui peuvent gérer 2000 hectares, voire plus. C'est une forme, c'est pour détourner, entre autres, le statut du fermage. On peut considérer ça presque comme une sorte de métayage entre le propriétaire et puis l'entreprise de travaux agricoles. Mais quand on voit les rapports de force, au bout du compte, c'est peut-être l'entreprise de travaux agricoles qui a le plus de force, qui agit sur 2000 hectares par rapport à des propriétaires qui ont 50 ou 100 hectares. Les outils de contrôle, de régulation qui avaient été mis en place dans les années 1960 et 1962 ont de plus en plus de mal à faire cette régulation. Au départ, on avait un contrôle cohérent sur les locations, sur les terres, donc à peu près sur l'ensemble des transactions. Et puis la commission, qui s'intitulait la commission des cumuls, avait le droit de refuser un projet de location. Et s'il n'y avait pas plusieurs candidats à un moment donné, il pouvait y avoir une période transitoire à gérer, mais la personne qui était candidate au départ n'avait pas le droit de prendre une nouvelle location. Et puis à la fin des années 80, lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat, eh bien la commission de structure est obligée de donner son aval pour la nouvelle location. Ça supprime de fait la possibilité d'orienter les terres vers les projets que l'on souhaiterait maintenant au niveau local. On sent bien que par la diversité des sociétés qu'on a pu permettre, par les précédentes lois également, et en fait, on a créé également les solutions, comme je disais au début, pour détourner la règle. Et détourner la règle, c'est par exemple ces sociétés où on ne sait plus qui est à la tête finalement. Ils touchent des aides publiques qui, je pense, ne leur sont pas destinées quand elles ont été imaginées à l'époque par leurs créateurs. C'était pas le but. Est-il judicieux aujourd'hui d'allouer des aides européennes, qui sont des aides publiques, à des personnes qui sciemment ne respectent pas les règles de partage et de protection du foncier dans leur propre pays? Il y a là une distorsion éthique qu'il faudra résoudre. Nous savons qu'un sol de qualité, notamment 4 pour 1000 d'humus, c'est un quart de la résilience climatique sur la planète. Or, les changements d'usage du sol, notamment dans des pratiques de monoculture ou dans des pratiques agronomiquement moins vertueuses, c'est une dégradation du climat et c'est une moindre résilience au changement climatique qui est le fait majeur du siècle. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut absolument stocker du carbone dans les sols et dans les végétaux, notamment dans les arbres, ce qui veut dire qu'on ne peut pas imaginer de diminuer la surface forestière, de diminuer les arbres. Ce qui veut dire, grosso modo, je vais vite, il faut se contenter des espaces agricoles actuels pour faire face à la production alimentaire future. Alors qu'on mange ces espaces agricoles tous les jours avec l'imperméabilisation. Comme les rendements vont diminuer à cause du réchauffement climatique, les rendements des cultures, mais les forêts ne vont pas mieux se porter à terme. Elles vont aussi souffrir. Je pense qu'il faut commencer à entendre les appels des scientifiques. Il faut absolument inverser la tendance en termes d'émissions de carbone. Ça veut dire, et on n'a plus qu'un an, 12 mois, 24 mois.
C'est maintenant qu'il faut agir. On n'a pas beaucoup parlé de sexualité ce soir. C'est un sujet... Mais moi, je voulais vous parler de la sexualité de mes boucs. Le réchauffement climatique, je ne sais pas si c'est ça la cause, mais aujourd'hui, mon bouc n'a pas sailli mes chèvres, alors que l'année dernière, à la même époque, c'était déjà presque terminé. Est-ce que c'est le réchauffement climatique ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut lutter pour tous ensemble, pour l'agriculture paysanne, pour l'agriculture biologique, et essayer de réfléchir ensemble contre le réchauffement climatique. Et pour que mon bouc puisse faire le nécessaire auprès de mes chèvres. Voilà. Autrement, on n'aura pas de fromage. On n'aura pas de fromage au printemps, parce que si mon bouc ne saillit pas mes chèvres, moi, j'aurai pas de... Voilà. Une logique spéculative, c'est substituer à la logique traditionnelle d'un équilibre entre le capital et le travail. Et nous observons partout, ici, des premières menaces qui sont significatives en Europe et en France, mais à l'échelle du monde, savoir que l'accaparement des terres, c'est une cause de misère et de violence, nous dit l'ONU, qui est supérieure aux guerres aujourd'hui sur la planète. Quand on regarde la pyramide des âges des agriculteurs, bon, c'est vrai pour toute la France, mais c'est aussi vrai pour le territoire. Si on se projette à 10 ans, y en a beaucoup, peut-être pas parmi nous, mais beaucoup sur le territoire qui ne sont plus là, quoi. Et quel avenir on donne à ces exploitations qui vont être à transmettre si on n'a pas un projet de territoire qui permette de répondre à ces problématiques qui sont posées par la société, hein, et à ces, j'allais dire, néo-agriculteurs qui ont des projets, qui portent des projets et qui, aujourd'hui, ont du mal à accéder à la terre. Il n'y aura pas d'agroécologie s'il n'y a pas de relève agricole. Et il n'y aura pas de relève s'il n'y a pas de politique foncière juste et de capacité d'investir au long terme dans un foncier dévolu à cette agroécologie. Donc, pas d'agroécologie sans justice foncière, c'est certainement le combat politique qui me tient le plus à cœur aujourd'hui. Il faut accepter que l'extension urbaine ne puisse se faire que par dérogation et après une séquence sérieuse, éviter, réduire, compenser, et qu'on n'oublie surtout pas la séquence éviter. Pour être cohérent avec cette proposition, ça veut dire que la compétence urbanisme doit bien sûr rester aux communes, aux intercommunalités, mais au sein du tissu urbain. Par contre, la compétence de l'extension urbaine devrait revenir plutôt à l'État et à la région. Urbaniser une terre agricole, ça devrait coûter aussi cher qu'urbaniser une terre au sein du tissu urbain. Et donc mettre en place une taxe d'urbanisation très forte. Le monde est limité, il faut qu'on en prenne conscience, et par rapport au réchauffement climatique, c'est vraiment l'urgence, et donc les sols permettent de capter du carbone, et ça, c'est plus qu'important. Sur le zéro consommation d'espace, je suis très urbanisé et je suis très dubitatif parce que même dans nos communes rurales, les maires revendiquent de la surface pour faire du bâti, pour continuer à avoir des écoles et voilà, donc c'est très compliqué. Bon, je pense qu'il y a des efforts à faire. Les métropoles, elles devraient davantage faire ce qu'on appelle la ville dense, c'est-à-dire continuer à se développer sur des terres qui ont déjà été artificialisées, qui ne sont pas bien réutilisées. Je pense aux zones d'activité, aux zones industrielles qui, quand elles commencent à être vieillissantes, on va en construire une autre à côté sur des terres agricoles plutôt que d'aller réformer, on va dire, l'ancienne terre agricole. Donc je pense qu'on pourrait carrément s'autoréguler, mais les villes doivent vraiment repenser leur urbanisation, le traitement des friches, le verdissement en ville directement. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de l'urgence. On ne peut plus penser qu'il n'y a pas de limite. Et là, il faut vraiment qu'on sorte de nos paradigmes. Et je sais que c'est très difficile de penser qu'on puisse arrêter l'imperméabilisation, mais il faut qu'on invente. S'il y a 10% de personnes en plus, eh bien, il faut que au sein du secteur des imperméabilisés, on puisse rénover, recycler les terrains urbains, rénover, refaire. Il faut qu'on arrive à recycler les matières premières de la même manière. Les pistes que nous explorons, c'est bien sûr une loi universelle qui s'applique tant
aux entreprises coopératives, aux individus, aux exploitants agricoles au sens traditionnel, qu'aux sociétés qui ne doivent plus rester anonymes et qui doivent devenir transparentes et être dans une égalité de droit dans l'accès et la régulation du foncier. Nous explorons également la renaissance d'une puissance publique effective, avec des moyens humains, et peut-être une réorganisation des services pour que les forces actuellement dévolues tant aux SAFER qu'aux établissements publics fonciers, qu'aux régions et à l'État, à travers la réglementation issue de l'après-guerre, des lois de Tanguy Prigan et d'Edgar Pisani, puissent être rendues de façon plus efficace sur le terrain. Je suis absolument convaincu qu'une régulation du foncier sera au service d'une nouvelle prospérité. On a besoin de mieux réguler à la fois la location de terre et les achats-ventes de terre. On a besoin dans notre processus, encore mieux que ce qui existe déjà maintenant, mais d'arriver à préciser par cette régulation-là ce que l'on préfère faire. Aujourd'hui, ce que l'on propose, et c'était proposé aussi par des notaires, par des juristes, c'est d'avoir des autorisations d'exploiter. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer aujourd'hui une commission départementale de régulation foncière qui autoriserait ou refuserait la concrétisation des projets d'achat de terre, mais également des projets d'achat de parts sociales, ou qui refuserait la concrétisation de location. Ça permettrait, entre autres, notamment dans les zones de pas de porte, bien, que ce soit plutôt cette commission qui accepte ou non l'affectation des terres, mais s'il y a un refus de cette commission, eh bien, on remet le terrain en jeu, on oriente réellement les terres qui sont mises à disposition pour répondre à des objectifs de politique agricole, pour orienter des terres vers l'agriculture familiale, et on peut éviter de la sorte que les terres aillent toujours grossir les plus grosses exploitations. À mon avis, il est très difficile de contrôler les prix. Par contre, ce qui est possible avec une commission départementale de régulation foncière, c'est de choisir les personnes en fonction des projets et en fonction, enfin, un des critères qui me paraissent très importants aujourd'hui, c'est la valeur ajoutée à l'hectare, donc l'emploi, et puis les pratiques de monoculture ou les pratiques qui permettent d'augmenter la biodiversité, d'augmenter le carbone dans les sols. Et on a des exploitations qui sont multinationales aujourd'hui, et si on fait une régulation en France, eh bien on a le droit de demander si les personnes qui veulent intervenir en France ont déjà des exploitations dans les autres pays. Et donc, il faudrait un observatoire des exploitations au niveau européen pour pouvoir réellement réguler. Pour ce qui est de l'accaparement des terres, je me demande quand même s'il ne faut pas remettre en cause la politique agricole commune qui accorde des aides à l'hectare. Il faut se poser la question du statut. Quel statut il faut vraiment avoir pour toucher des aides? Parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'une des grandes injustices aussi vécues par le monde paysan, c'est finalement d'avoir des personnes qui n'exploitent pas la terre, qui ne sont pas agriculteurs eux-mêmes et qui touchent à l'heure actuelle des aides publiques. Donc c'est vraiment la question de conditionner, et même les aides publiques nationales, à finalement le fait d'être vraiment paysan, exploitant sa terre, qu'on la loue ou bien qu'on en soit le propriétaire, très certainement. Je pense que déjà là, on clarifierait beaucoup de choses à l'échelle européenne. La notion de statut d'agriculteur, c'est un enjeu fondamental. À la fois par rapport à la PAC, par rapport à ces problématiques de foncier. Et bon, ça fait des années qu'on n'arrive pas à avancer sur la définition de ce qu'est un agriculteur, et je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à avancer sur cette partie-là. On pourrait également pouvoir qualifier les services rendus à la nature à travers les aides publiques. Parce que toute aide publique, c'est comme la fiscalité, c'est une incitation à faire. La Constitution protège la propriété et la liberté d'entreprise, mais elle crée une hiérarchie qui est défavorable au bien commun, et nous devrons un jour réussir à réformer cette Constitution pour des bonnes raisons et pour préparer l'avenir des générations futures. Puis il faudra peut-être pour ça créer des instruments financiers et accompagner le mouvement
très vertueux, suscité par Terre de Liens, mais qui ne peut pas à lui seul être une réponse à la hauteur des enjeux à l'échelle nationale, encore une fois, sans réforme fiscale, législative et mobilisation d'une épargne populaire et citoyenne, voire publique, au bénéfice du portage du foncier. On a quand même une forte évolution de la bio, avec des surfaces qui ont été multipliées par 3 ces 10 dernières années. On disait on arrive à presque 9000 hectares en bio sur l'arrondissement, et presque 10% des fermes, même plus que 10% des fermes de l'arrondissement qui sont en bio aujourd'hui. On a une situation qui est supérieure à la moyenne régionale et même à la moyenne nationale. Donc c'est tout à fait atypique, encore une fois, par rapport aux autres régions qui sont au nord de Paris. Il faut, je pense, s'appuyer sur ces nouvelles dynamiques, même si on ne les voit pas dans les chiffres, puisque les tendances lourdes se poursuivent. Et ben, il faut penser au rebond qu'on peut avoir au travers de toutes ces nouveautés. Il faut à la fois reformer des gens, mais si on veut répondre à la logique du marché local, moi c'est ce que je vis au niveau associatif, c'est que si on veut répondre à l'approvisionnement de la restauration collective, on n'a pas assez de maraîchage sur le territoire. On n'a pas assez, même des produits laitiers transformés, on n'en a pas assez. Il y a des possibilités de développement, de valeur ajoutée sur le territoire par la demande du consommateur, par la demande de la restauration collective, par la volonté politique qui se met en place. L'exposé qu'on a eu ce soir, là, ça nous donne quand même l'impression d'une extrême complexité du sujet, du foncier, mais de manière générale, des processus pour élaborer des lois, etc. Et on a parlé aussi des lobbies industriels qui peuvent s'opposer justement à ce que tout ça change. Peut-être que nous, citoyens, on a un lobby qui peut être encore plus fort, et peut-être qu'il y a des députés volontaires qui ont besoin de soutien, ou en tout cas, nous, en tant que citoyens, quels que soient les partis politiques qui sont au pouvoir, on a un rôle pour bousculer et faire accélérer les prises de décision, parce que, il faut le rappeler, on est vraiment dans une urgence absolue par rapport aux défis climatiques. C'est vrai que c'est une sacrée charge, honnêtement, de conclure cette soirée, parce qu'elle a été riche en échanges, riche en idées, et puis surtout parce que, en tout cas, moi je suis contente aussi d'une chose, c'est qu'on a partagé ensemble un constat, des idées, et que vous partagez aussi la tâche qui est la nôtre, qui est la mienne aussi, maintenant d'aller porter justement ces idées-là, d'aller convaincre mes collègues, d'aller convaincre nos responsables politiques sur le nécessaire changement qu'il faut opérer maintenant sur le foncier. Je ne suis pas seule, on n'est pas seuls, nous tous, parce que beaucoup d'autres personnes pensent comme nous, et nous d'être plus forts effectivement que d'autres représentants d'intérêt.